Il s'observe plusieurs alliances politiques en République démocratique du Congo, surtout à l'approche des élections de 2023. Quand on voit le tout dernier rapprochement entre Augustin Matata Ponyo ainsi que Martin Fayulu, ça fait jaser, ça fait parler. Aujourd'hui, on va certainement essayer d'analyser toutes ces questions avec M. Deo Bizibou Balola, qui est le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques et administratives à l'UDPS. Bienvenue, M. Deo. Merci beaucoup. Je vous salue, M. Kilo. Voilà, merci. Merci à vous aussi. Ça vous a vraiment fait agiter quand vous aviez vu les deux personnalités, Martin Fayulu ainsi que Augustin Matata Ponyo, se rencontrer pour parler un peu de l'actualité en RDC. Je ne vois pas d'agitation, à moins que vous, à votre niveau, vous l'ayez vu. Ouais. Il n'y a pas de quoi s'agiter, nous, donc l'UDPS. Tout d'abord, nous sommes un vieux parti politique, 40 ans, 37 ans de lutte dans l'opposition. Nous avons été aux élections de 2011, nous avons été aux élections de 2018. Donc ces alliances, il n'y a rien de neuf. Je dois situer cela plutôt, placer ça de notre côté, du côté de la consécration, les résultats de la lutte, la longue lutte que nous deux personnes ont menée, où nous sommes battus. Nous avons nos héros, des veuves, des orphelins, pour avoir réclamé dans ce pays l'état de droit. Vous vous rappelez, sous Mobutu, c'était Olinga Olingate Nakati Impère. Tatabo, Moko, Partibo, Moko. Et là, même les bébés, même le fœtus dans le ventre de sa mère appartenait au Impère. Et Tshisekedi Moulumba, d'heureuse mémoire, avec ses compagnons, et nous derrière eux, ils ont demandé, ils se sont battus pour qu'il y ait le multipartisme dans ce pays. Et nous sommes heureux que notre lutte ait abouti à ce que nous voyons des Congolais qui s'expriment librement. Mais librement, qui créent le parti politique il n'y a pas de librement. contrainte, ce qui se passe là. Tantôt, vous demandez à certains de pouvoir adhérer à l'Union sacrée, et s'ils n'adhèrent pas, il y a maintenant la foudre judiciaire qui s'abat sur eux. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous n'en avez Matata pas. Ponyo, il est en train de parler, c'est qu'il aurait été sollicité pour adhérer à l'Union sacrée, il a refusé, et voilà pourquoi il y a des déboires judiciaires. Écoutez. Puisque vous parlez, vous dites que c'est ça, la démocratie, l'état de droit, mais il y a certaines fois où, un certain temps, vous ne cadrez pas selon le combat de l'UDPS. D'abord, devons dire qu'il ne faut pas donner des affirmations tout à fait gratuites. Lorsque le chef de l'État, d'abord notre lutte, parce que Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, est les fruits d'une école qu'on appelle l'UDPS. Et comme je disais que nous sommes battus pour l'État de droit, la liberté d'expression, d'association dans ce pays. Et lorsque deux personnes se rencontrent, décident, et quand ils se concertent, il n'y a pas de problème. Mais plutôt lorsque M. Félix Antoine Tshisekedi accède au pouvoir, il a consacré à ce que chaque institution joue son rôle. Et c'est comme ça que lorsque l'institution justice joue sa partition, on n'a pas à s'en faire. Et quand on dit état de droit, ça veut dire que chaque institution joue son rôle. Et lorsque la justice se préoccupe de la gestion du pays, comment tel XY a eu à gérer le pays, que ce soit nous, l'UDPS, nous en avons certains de nous et qui ont aussi été reprochés. Vous avez le cas du docteur Etienne Longondo. Donc, laissons la justice faire son travail. Et c'est ça l'état des droits, mon frère. Donc il n'y a pas à s'alarmer. Laissons chaque institution faire son travail tout simplement. Puisque vous parlez du président Félix Tshisekedi, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui du travail abattu par l'UDPS durant les 3 ans de mandat à la tête de la RDC? J'en suis très très fier et d'ailleurs je dois dire que ça relève pour Félix Antoine Tshisekedi, ça relève d'un miracle. Miracle? Ouais. Le fait que, vous savez que lorsque M. Kabange quitte le pouvoir, il ne s'était pas assuré que d'ailleurs vous avez entendu à travers le pays que Félix Antoine Tshisekedi venait juste réchauffer le siège de M. Kabange, qui reviendrait juste après. On ne lui donnait même pas 2 ans, 3 ans. Voilà. Mais il continue son bonhomme de chemin. Et quand vous voyez à quel niveau le pays était détruit depuis les années Mobutu à ce jour, comment le pays a été avant l'accession de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait, le président? Il a fait quoi?
Parce que quand vous dites que le pays a été détruit et vous aviez reconstruit quoi? Nous sommes en train de reconstruire. Vous êtes en train Et de ça commence reconstruire. par les Et principes. combien d'écoles Ça commence, jusque-là ont été j'arrive. construites? Ça commence par le principe premier. Oui. Rien ne vaut que plus que l'homme. Oui. C'est d'abord l'homme dont il faut s'occuper. Et cet homme doit d'abord être libre. Et cette liberté, vous vous rappelez, dans ce pays ici, il y a des Congolais qui étaient interdits de fouler le sol de leurs ancêtres. Il y a des Congolais dans ce pays qui étaient... Même aujourd'hui, il y en a aussi. Il y a ceux qui sont en exil. Les Péro-Loirs, Écoutez, oui, les Kika Ibn continuez, Karoubi, Kika Ibn continuez. Karoubi, et tant d'autres pour ne citer que. Puis-je vous parler de ces deux cas dont vous parlez ici. Monsieur Péro-Loire, il n'y a pas longtemps, un citoyen du pays. La justice s'intéresse à l'interroger. Il s'échappe. Oui. Est-ce un bon citoyen celui-là? Oui, mais en fait. Pendant ce temps-là, dans ce pays, on voit des personnes et des personnalités dont la justice, sur qui la justice s'est intéressée, qui ont été mises en prison et qui ont été libérées. Et voilà pourquoi je voudrais attirer l'attention de nous tous en disant que lorsque nous disons que nous devons laisser la justice, chaque institution faire son travail en toute indépendance. Lorsque la justice s'intéresse à quelqu'un, le met en prison, on applaudit. Mais lorsque aussi la même justice blanchit quelqu'un, il faut s'applaudir. Donc M. Péro-Loire, en fuyant, je constate qu'il n'a pas eu raison. En tant que bon citoyen, il eût fallu qu'il réponde devant la justice. Monsieur Kikaï, mais écoutez, regardez le cas de Faustin Monene, le général. Même le cas de certains membres de la famille Kabangé, Joseph, qui n'étaient pas autorisés de rentrer au pays, qui sont rentrés au pays. Il y a eu des prisonniers. Il y a beaucoup de cas. Je dois constater qu'aujourd'hui, en termes de liberté dans ce pays, avec fait son temps Tshisekedi, on a suffisamment évolué. Oui, mais on n'a pas encore tout fait, mais on a suffisamment évolué. Aujourd'hui, il y a encore des prisonniers du pouvoir. Les noms qu'on a parlé, des prisonniers, il y en a. Regardez, il y a Jacques Ndala qui a bénéficié de la grâce présidentielle, il est toujours en prison. S'il vous plaît, il faut y aller. Lorsque un Congolais réclame, c'est ça que nous avons réclamé nos droits depuis beaucoup d'années. Mais lorsqu'un Congolais réclame ce droit, a-t-il épuisé toute la procédure? C'est la question. Lorsque vous avez vos droits, vous pouvez y aller donc des recours en recours jusqu'à la dernière instance. Ce n'est pas le cas, je pense. Et c'est comme ça que moi j'évolue. Moi j'aime et quand quelqu'un me pose la question, parce que nous sommes en politique, vous savez comment évolue la société congolaise. Quelqu'un vient vous voir, j'ai un problème, voici. Je commence par lui poser la question, monsieur, avez-vous déjà réclamé vos droits auprès de l'autorité compétente? Où en est la preuve? Ça veut dire, je dois avoir le courrier qu'il a destiné à qui de droit? À l'autorité compétente. Ce n'est que lorsque je constate que la personne est bloquée à un certain niveau que maintenant je peux demander non, comment son cas évolue. Le cas auquel fait allusion, je ne vois pas quel est ce recours qui a été adressé à qui de droit. Il y a la grâce présidentielle, non? Il bénéficie de la grâce présidentielle, Jacques Ndala, par exemple. Est-ce que vous avez un courrier de lui par lequel il réclame pour dire que voici, je suis bloqué à ce niveau? Je ne l'ai pas encore vu, moi. Si vous l'avez, vous me le montrez. Donc comment vous voulez? Parce qu'il y a déjà une grâce qui a été lue, l'ordonnance. Très bien. Par rapport à Jacques Ndala, mais il est toujours en prison. Je dis ceci. Si nous le constatons ensemble avec vous, la suite, il a fait quoi? À supposer que il est toujours là. À supposer que si était vous, Hein. qu'est-ce que vous auriez fait? Non, vous auriez dû écrire, vous auriez dû écrire à l'autorité compétente pour lui faire constater. Je suis bénéficiaire de ceci, selon la loi, selon les règlements, selon la loi telle. Donc pour vous, il n'a pas écrit? Il n'a pas écrit? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Nous encourageons tous les Congolais qui nous sont battus à réclamer leurs droits. Là où ils sont lésés, absolument, il n'y a pas de problème. Et quand le chef de l'État, au niveau de la Côte d'Ivoire, il parle de l'armée, pas de l'armée, il dit que c'est l'armée et la police qui seraient complices dans certaines zones d'insécurité. Vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est pouvoir décourager tous les efforts consentis par cette armée? Absolument pas. Je dois dire qu'en toute chose, il y a des bons et des mauvais. Dans un groupe quelconque, tout le monde ne sera pas bon. Je voudrais y aller en vous disant, tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Et là, vous conviendrez avec moi. Tous les catholiques n'iront pas au ciel. Tous les protestants, compris tous les musulmans, n'iront pas au ciel. D'ailleurs, il y a même la gangrène, donc là même dans les églises.
Et c'est là que je voudrais attirer l'attention de ceux qui condamnent, ceux qui sont critiques, qui émettent des critiques véhémentes envers les partis politiques. Si déjà ceux qui disent au nom de Jésus-Christ, regardez combien d'églises on a ici au Congo. Regardez le niveau d'expulsion qu'a atteint le Congo. Là où nous disons que c'est le pays le plus chrétien. Et nous, les partis politiques. Si à la dimension du nombre d'églises qu'on sort, le Congo devait changer, devait être très loin. Je voudrais dire ceci. Dans l'armée, il y a des bons et les mauvais. Dans chaque groupe, il y a des bons et les mauvais. Le travail du chef, c'est d'identifier les bons pour les responsabiliser, pour décourager les mauvais et les sanctionner. Avant de venir ici, tout à l'heure, là, c'est à 2 heures, j'étais dans mon bureau au niveau du parti et je reçois un cas. Un cas d'une dame de l'armée qui a évolué à l'Est, se trouve ici à Kinshasa, et qui soumet son cas. Comment elle avait été enlevée, emportée par les ADF, et qu'il y a des révélations à faire à l'État. Et ce document, et dès que j'ai vu son document, et parce qu'elle a commencé par transmettre la copie d'un courrier destiné à la présidence de la République, dès que j'ai vu ce document, j'ai demandé qu'on me l'amène, que j'écoute aussi ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit un certain nombre de choses. Vous savez, et cela que Félix Antoine Tshisekedi, des chefs de l'État, a un travail. Imaginez-vous, dans un pays où vous avez les généraux qui font les affaires, dans un pays où vous savez qu'il est interdit à quelqu'un qui fait la sécurité d'entreprendre une autre action. Et là nous partons de la théorie, je pense, de l'époque de Platon, où il parlait des 3 composants d'une société. Là, il fait la part des choses. Il commence par dire, vous avez l'homme sage. Voilà pourquoi la politique, effectivement, c'est le domaine de l'homme sage. Et pourquoi ne pas le dire en interne? Il fallait Permettez-moi, je finis mon idée. Que devant un public. J'ai fini mon idée en disant, la deuxième catégorie, c'est le paysan qui doit chercher à manger, qui doit aller au champ pour la société. La troisième catégorie, c'est très important, c'est le soldat. Et le soldat, son rôle, c'est de garder l'intégrité du territoire. Et il insiste. Celui qui s'occupe de la sécurité ne peut pas entreprendre une autre activité. Mais la réalité, c'est que dans notre société, tout au long des régimes qui ont précédé, vous avez les généraux qui entreprennent des activités. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a un problème très, très réel. Et comment ça fonctionne? On ne peut jamais, une force étrangère ne peut jamais attaquer une force interne, l'État congolais, c'est le cas, sans avoir de complicité interne. Mais il y a des complicités. Absolument. D'ailleurs, vous avez vécu il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'il y a, je pense, 3-4 mois, à Ituri. N'avez-vous pas entendu, vous n'avez pas vu les images des officiers jugés en flagrance pour avoir vendu les munitions et des armes aux ADF? Les images sont là. Donc, il y a des complicités qui datent depuis que le régime de la FDL est venu dans ce pays en 1996, où on a eu toute une armée rwandaise qui s'est déversée ici au Congo. Tout est parti de là. Auparavant, il n'y avait pas eu de massacre. Ici au Congo, il n'y en avait pas. Tout part de ce moment-là, où on a vu toute une armée qui est venue ici. C'est depuis 1994 sous Mobutu. Exact, sous Mobutu. Et la FDL, et puis 1+4 aussi a continué, qui a couronné exactement, M plus 4 a couronné exactement l'impunité, où on a vu, où on a eu pratiquement à donner, pratiquement, donc on a eu à sanctionner positivement, au lieu de sanctionner négativement, des rebelles nous ont incorporés dans l'armée. Est-ce comme ça qu'on a eu aujourd'hui des officiers? Vous savez, dans ce pays ici, nous sommes habitués, il y a quelque chose qu'il faut changer. Où vous avez des personnes, moi j'insistais en disant, quand vous me présentez, citez mes 3 noms. Parce que dans ce pays, nous avons des gens, alors que nous savons que les prénoms existent, les noms, les postes, non. Mais vous avez des gens qui ne voudront jamais que vous parliez de leur 3e nom.
Ça n'existe même pas. Mais oui, mais il y a tout ça, ça aussi dans l'armée. Et est-ce que vous ne vous sentez pas que c'est comme si vous êtes dans l'opposition qu'au pouvoir? Avec de tels propos, lorsque peut-être vous accusez l'enseignement, vous dites que non, les niveaux des enseignants est trop bas, alors que c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui allez tout faire pour améliorer les choses. Exactement, nous sommes en train de faire le travail. Mais je reviens à la question de l'armée pour vous dire ceci. Vous savez que pour commencer une guerre, on la commence très facilement. Pour la terminer, on ne la finit pas facilement. Même pour celui qui l'a commencé, pour la terminer, ce n'est pas. Et à fortiori pour celui qui ne l'a pas commencé. Et ici, j'insiste. Vous savez, pour mettre fin à la guerre, la première victoire qu'il faut obtenir, c'est au niveau des renseignements. Les services de renseignement civils et militaires sont comme pour l'homme, les yeux et les oreilles. Si vous fermez les yeux et les oreilles, vous ne saurez plus marcher. Et pour débuster, tous ces infiltrés qui ont été depuis l'AFDEL là, pour les débusquer, les mettre hors circuit, Tshisekedi Félix n'a que jusque-là 3 ans, imaginez-vous. Une affaire qui a commencé depuis 1994, 1996, imaginez-vous, ça prend du temps. Du reste, comme je disais, l'ancien régime en partant n'avait pas prévu que M. Félix Antoine Tshisekedi s'en sortirait. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était dans une cage. Une cage? Oui, si vous ne le savez pas. Ça c'est vous qui pas de majorité. Oui, l'UDPS n'avait que 36 députés. À qui la faute? Et en ce moment, j'arrive. Vous savez qu'en ce moment-là, M. Tombé Mamba, président du Sénat, Mme Mabunda, président de l'Assemblée nationale, lorsque le président de la République parlait, il répliquait directement. Et d'ailleurs, ils l'ont même menacé de destitution. Voyez-vous. Mais il a fallu l'ingénieuse inspiration du président de la République pour arriver à mettre, et c'est ça la grande victoire aussi, arriver à mettre out les gens que vous citez là-bas qui ont fui le pays. Pourquoi ils ont fui le pays si leur conscience n'est pas chargée? Voyez-vous. Et la grande victoire de Félix Antoine Tshisekedi, c'est celle-là, arriver à pendant quelqu'un qui était enfermé dans la cage, qui en sort et qui met en débandade ceux qui étaient contre lui. Imaginez-vous. Donc je voulais dire que pour débusquer ces infiltrés-là, Félix Antoine Tshisekedi est en train d'y aller méthodiquement. Méthodiquement. Et on va y arriver. Et maintenant, quand vous traitez des enseignants des bas niveaux, c'est ça aussi, c'est méthodique? Non, comme j'ai dit, bas niveau, qui n'est pas... Écoutez, la plupart des personnes ne veulent pas entendre la vérité lorsque... Vous ne voyez pas qu'avec la gratuité de l'enseignement, vous n'avez pas tenu compte aussi de la qualité? J'arrive. Qui ne dit pas, qui ne reconnaît pas que les niveaux de l'enseignement au Congo a baissé? Et ça, c'est depuis 1992, lorsque on a institué la prime, en 1992. Dès qu'on a commencé, dès que l'État a démissionné de ses responsabilités, nous sommes à la scène en ce moment-là, pratiquement. C'est en ce moment-là que maintenant, le parent a commencé à prendre en charge les enseignants. Et les enseignants. Et vous savez, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, généralement. Et c'est comme ça que finalement, vous trouvez qu'il y a des... Plus les parents paient bien, plus l'enfant gravit les échelons. Et cela est un problème. Voilà pourquoi maintenant, lorsque Félix Antoine Tshisekedi arrive au pouvoir, il décide la gratuité. Vous savez, avec les problèmes qu'il a trouvés ici, c'est comme ça que même les gens disent, mais l'argent qui est resté... Nous avons aujourd'hui beaucoup de postes de dépenses qu'il n'y en avait hier. Pendant des décennies, avec la prise en charge des enseignants par les parents, l'enseignant n'était plus en charge par l'État. Vraiment, ce sont des milliers qui sont aujourd'hui pris en charge par l'État. Quand on parlait de la qualité, avant de parler de la qualité, il faut commencer par disposer de quelque chose. Pas supposer que vous n'avez pas d'eau. Vous avez très soif, vous avez marché pendant longtemps, vous avez très soif. La gorge est sèche. Vous avez besoin d'eau. Ce n'est qu'après avoir eu l'eau que vous allez vous poser la question sur sa qualité. Et si c'est dans des conditions très très difficiles, même l'eau sale, vous savez que ça dépend des conditions, il peut vous arriver de prendre l'eau qui n'est pas... Si vous n'avez que ça, vous faites quoi? Par rapport aux besoins de voir les enseignants, de voir les enfants aller à l'école, parce que des millions et des millions de Congolais, vous savez, quand on parlait de la gratuité, ici en ville, on ne sent pas vraiment l'effet. Mais quand vous êtes dans les villages, vous savez, au village,
il y a des coins dans ce pays où quand vous donnez à quelqu'un 500 francs, c'est beaucoup d'argent. Pendant qu'en ville, non. Cet enseignant là-bas, qui reçoit aujourd'hui l'argent de l'État au village, c'est beaucoup d'argent. Nous ne disons pas que ce n'est pas encore assez. Donc, je vous explique pourquoi nous sommes d'abord, nous donnons d'abord l'accès. Cet enfant-là qui n'entre plus en classe, il entre en classe, c'est déjà bon. Et plus les jours, plus les conditions, plus on va avoir les moyens, plus aussi les conditions vont s'améliorer. Voilà, les conditions vont s'améliorer. Il y a aussi, la fois passée, Mouzito et aussi Martin Fayoulou. Mouzito, petit à petit, il est en train de traverser. Vous l'avez eu. Mouzito aussi sera dans l'Union sacrée. Si... Donc, vous faites tout pour aussi créer un désordre dans l'opposition, pour affaiblir l'opposition. Mais ça, c'est pratiquement un procès d'intention que vous nous prêtez. Vous savez, lorsque vous parlez de quelque chose, il faut en avoir la preuve. C'est que nous nous sommes battus, comme je vous disais. Mais là. Vous avez débauché au niveau du FCC, ils ont traversé. Vous pouvez aussi le faire aussi pour aussi affaiblir de plus en plus Fayoulou. S'il vous plaît. Je vais commencer par vous dire que nous, l'UDPS, 37 ans de lutte à l'opposition, 3 ans aujourd'hui au pouvoir, je voudrais dire que nous n'avons jamais dit qu'une fois l'un d'entre nous, ou nous pouvions que la lutte s'arrêtait, nous n'avons jamais dit ça. Mais je veux dire que moi, dans ces 40 ans-là, dans ces 40 ans, j'ai 31 ans. 31 de lutte. Exact. Pour dire que toute ma jeunesse, je l'ai passée en train de lutter. Lorsque je vois des Congolais être libres de créer leur parti politique, vous savez que nous autres, à l'époque de Mobutu, nous avons été fouettés. Seulement. Fouettés. Fouettés pour seulement avoir appartenu. Dire seulement, j'appartiens à l'UDPS. Savez-vous que pour ce drapeau ici, pour lequel nous chantons, et ça me donne chaque fois la chair de poule, parce que ce drapeau ici, du Congo, nous avons été fouettés pour ça. Parce qu'en fait, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, les années 90, jusqu'avant l'accession de monsieur Joseph Kabangé, et donc au pouvoir, nos emblèmes, nous, UDPS, notre drapeau n'était pas connu. Toutes les marches, si vous regardez bien, nous marchions avec le drapeau actuel du Congo. Et ça veut dire quoi? Parce qu'effectivement, l'UDPS préconisait le retour à la constitution de l'Ouabou de 1964, qui avait institué ce drapeau actuel comme étant le drapeau du Congo. Et c'est comme ça que lorsque je vois des Congolais créer leur parti politique librement, sans être inquiétés, je me dis, nous ne sommes pas battus pour rien. Donc, pendant que vous parlez de Mouzito, oui, des débauchages, non. Le chef de l'État a lancé l'appel pour dire, j'ai créé l'Union sacrée. Toute personne qui entend mon message peut venir adhérer. Comment voudrez-vous qu'on empêche à quelqu'un de venir adhérer à l'idée lancée par le chef de l'État? Pendant que nous sommes battus pour la liberté. Mouzito, il est bienvenu. Dans ce pays. Il est le bienvenu, Mouzito. Mais nous n'avons jamais dit que tel était interdit. On n'avait jamais dit ça. Voilà, c'est bien suivi. Tout le monde peut venir, tout le monde, parce que l'Union sacrée, ce sont les partis politiques, les personnalités aussi. S'il juge bon de venir, si tel juge bon de venir... Pour qu'il soit ministre? D'abord, il faut quitter, d'ailleurs, d'abord pour moi, j'estime qu'il faut quitter la politicaille. C'est-à-dire? Parce que moi, je fais la part des choses entre la politique, la politicaille. Je fais la part des choses entre l'homme politique. Et on ne doit pas faire la politique pour des postes, en fait. La politique, d'abord, une vision. Vous avez la vision de quelque chose. Et c'est comme ça que moi, j'ai toujours pensé que voilà pourquoi nous qui avons lutté pendant très longtemps, sans être au pouvoir, nous sommes quand même en fait. C'est parce que nous avons vécu beaucoup de gens qui étaient avec nous, qui ont traversé. Alors, mais bref, je voulais dire que la politique ne doit pas être faite pour le pouvoir. Non, il faut être aussi prêt à être en politique, avoir l'expérience avant d'être au pouvoir. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Deo Bizibou Balola, surtout de votre passage. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.